640 milliards d'euros. Alors comment le lait de vache d'abord est arrivé dans l'alimentation humaine? On va remonter un petit peu le temps. Oui, alors remontons, c'est très intéressant. Arriver à vos conclusions. Les nutritionnistes nous disent oui, mais le lait c'est consommé depuis l'aube des temps. Alors c'est quoi l'aube des temps? Les primates, c'est plus de 60 millions d'années. 60 millions d'années, nos ancêtres primates. L'espèce humaine, c'est 7 millions d'années. Pendant 7 millions d'années, l'homme ne consomme pas de laitage, puisque les laitages arrivent dans une partie du globe seulement il y a 6 000 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Asie, par exemple, ça fait 7 millions d'années que les Asiatiques, si on remonte à cette genèse de l'espèce humaine, ne consomment pas de laitage. Alors, il y a 6 000 ans, on a retrouvé des traces Oui, il y a 6 000 ans, on a trouvé dans des poteries des traces, en Angleterre notamment, des traces d'utilisation de laitage. Donc et 6 000 ans, c'est très peu sur 7 millions d'années. Alors, vous racontez ensuite que jusqu'à la fin du 19e à peu près, le lait n'était pas très populaire. Non, on mange un peu de fromage, et puis vous savez, l'Europe est divisée en deux. Il y a d'un côté la civilisation à l'époque antique, celle des Romains et des Grecs, qui consomment un petit peu de fromage, mais surtout beaucoup de végétaux. Et puis vous avez ce que les Romains appellent les peuples barbares du Nord, qui sont les consommateurs de lait, qui sont les éleveurs, qui sont aujourd'hui en Allemagne, en Scandinavie. Alors à partir de quand justement ensuite le lait a réussi à s'imposer le lait dans arrive l'alimentation? Surtout à partir du moment où technologiquement on est capable d'assurer une certaine stabilité du lait, et on est capable de lui donner des qualités qui permettent d'éliminer des microbes. Voilà, donc c'est vraiment très récent, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e. Et on voit l'industrie se développer, l'industrie laitière se développer vraiment à cette charnière-là, il y a très très peu de temps. Avec l'arrivée des frigos, évidemment. Avec l'arrivée des frigos. Dans les familles. Alors, le marché de la petite enfance a tout de suite intéressé l'agroalimentaire avec le lait. Tout de suite. Ils ont très bien compris que les habitudes alimentaires, à l'âge adulte, elles se créent dans l'enfance. On les hérite de ce qu'on a consommé quand on était jeune. Et ils ont ciblé très rapidement, c'est vraiment une offensive des coopératives laitières de l'époque, que de tenir au gouvernement anglais d'abord, et puis ensuite américain et européen, ce discours selon lequel les enfants risquent d'être mal nourris, qu'il faut faire des efforts dans ce sens. Mais ces efforts, ils portent pas sur le fait de leur fournir des fruits et légumes, mais de leur amener du lait. Alors vous citez un certain nombre d'exemples, d'abord en Angleterre, aux États-Unis, on parlera de la France ensuite. Dès 1934, le marketing anglais organise le Milk Day, donc le jour du lait, qu'on présente comme l'aliment idéal déjà. Oui. Alors il est blanc déjà, donc déjà il a tous les atouts et les apparats de l'idéal, du caractère idéal d'un aliment. Et puis ensuite on va le parer de toutes les vertus. On va commencer à dire qu'il y a des protéines dedans. À l'époque on parle beaucoup de protéines parce qu'on vient de découvrir un petit peu ce que c'était, ce que ça faisait. On a l'impression que tout le monde manque de protéines. Comme aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde manque de calcium. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a trop de protéines dans l'alimentation, notamment de protéines animales. Mais à l'époque, ça va faire tilt. Et ensuite, il y aura toute l'histoire du calcium. Alors là, c'est une histoire extraordinaire. C'est ce qui a fait revenir un peu le lait qui était en perte de vitesse dans les années 60, c'est ça? Et puis ensuite, on a parlé du calcium. Voilà, tout d'un coup, on s'est aperçu, et alors conjointement, l'industrie surtout qui a poussé, pour dire on est en carence de calcium. Et le calcium, c'est très important. Comme il y a du calcium dans l'os, il faut bouffer du calcium. Mais vous savez, votre cerveau, il a besoin de 300 grammes de glucose par jour. C'est un peu comme si on disait, le cerveau a besoin de sucre. Plus vous mangerez de sucreries, plus vous serez intelligent. C'est un peu ça, quoi. Alors, en France, à quand remontent les premiers messages pour encourager la consommation de lait dans le pays? Eh bien, également dans les années 30, puisque il y a un office de la propagande du lait qui se crée en France pour faire la promotion du lait. Et très très tôt, avant la guerre, Pierre Mendès France, qui à l'époque est député de l'Eure, va être persuadé que le lait, c'est l'aliment rempart contre l'alcoolisme. Sa grande crainte, c'est de voir les jeunes Français s'abîmer dans la consommation d'alcool, et il va donc utiliser le lait comme vecteur, comme contre-feu en quelque sorte de cette consommation. Donc ça, c'est la France de l'après-guerre. Ça, c'est la France d'avant-guerre, et ensuite 54. Moi, je parle de 54. Oui, mais Pierre Mendès France commence déjà à introduire le lait dans les écoles de son département avant la guerre, et ensuite il va de nouveau très influencé par ce qu'il voit aux États-Unis, parce qu'il est très américanophile quelque part, très influencé par ces jeunes adolescents bien propres, bien peignés, qu'on voit dans les films des années 50, qui boivent du lait dans les mix bars, et il veut importer ce modèle-là en France. Et il fait la même chose dans les écoles françaises. Et il va introduire le fameux lait à l'école, qui à l'époque, on l'a oublié aujourd'hui, s'accompagnait de sucre. On considérait qu'il fallait à la fois des protéines, c'était le lait, et de l'énergie, et on pensait que pour l'énergie, il fallait bouffer du sucre. Alors le calcium, donc ça c'est les années 60, ce message autour du calcium a été orchestré de quelle manière à l'époque ?
Alors, encore une fois, là, on voit l'arrivée des médecins dans le champ de la nutrition. Jusqu'alors, la nutrition, c'est une discipline des biochimistes. C'est eux qui l'ont inventée. Et tout d'un coup, les médecins vont se préoccuper, vont s'accaparer en quelque sorte du champ de la nutrition, au point qu'aujourd'hui, quand on dit nutritionniste, on pense médecin. Et pour eux, pour les médecins, très souvent, les messages de biologie, de biochimie sont trop compliqués. Il faut les édulcorer. Et donc, ils vont édulcorer le message os-calcium, en disant il y a du calcium dans l'os, il y a du calcium dans le lait, donc si vous consommez du lait, vous aurez du calcium dans vos os. Voilà ce sur quoi on a fondé tout un tas de croyances qui perdurent aujourd'hui. Donc ça, ce sont les fédérations de production laitière qui sont à la barre du message autour du calcium. Hein. Oui, et très tôt, par exemple dans le gouvernement de Pierre Mendès France, figure le papa d'un de nos anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, qui lui est l'un des grand dirigeant d'une coopérative laitière et qui déjà est conscient du fait que à côté des arguments purement de soutien de la production agricole, ces arguments santé peuvent faire leur chemin dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Français, dès les années 50. Alors 1981, c'est le CIDIL, c'est le Centre interprofessionnel de documentation et d'information laitière. Ce centre est créé à cette époque dans quel but? Alors, c'est un centre, c'est une organisation qui est créée par l'industrie pour faire la promotion des laitages, et notamment là, on commence réellement à se préoccuper de l'aspect sanitaire et de se dire, ça ne suffit pas de dire aux gens buvez du lait, mais on va leur dire vous allez boire du lait parce que c'est bon pour votre santé. Et on va petit à petit réussir à intoxiquer les nutritionnistes français. Et on sait aujourd'hui, je pourrais vous donner quelques exemples, que les personnes qui font des recommandations en France, au ministère de la Santé notamment, et puis à l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ont des liens extrêmement étroits avec l'industrie laitière. Voilà, ce que vous dites, c'est que l'industrie finalement a ses entrées dans les organismes officiels de santé publique, Absolument. Chez les scientifiques et chez les médecins nutritionnistes. Alors l'ostéoporose, ça c'est le premier thème dont vous parlez dans le livre. Les laitages protègent-ils de l'ostéoporose? Ce qui est avancé, c'est que l'ostéoporose est due à un manque de calcium, avec ce programme national nutrition santé qui conseille donc de consommer des laitages pour prévenir l'ostéoporose. Comment est-ce que ce programme pourrait se tromper à ce point? Alors, c'est très intéressant comme question parce que, vous savez, quand on isole un facteur, une cause et un effet, je vais vous donner quelques exemples. Ça fait très longtemps qu'on sait que fumer peut donner le cancer. Aux États-Unis, dans les années 90, quand de manière très draconienne, on a commencé à interdire la consommation de cigarettes dans les lieux publics, eh bien, ça n'a pas tardé. On voit aujourd'hui les taux de cancer et la mortalité par cancer baisser. En France, lorsqu'on s'est dit que la vitesse était responsable de la mortalité routière, on a fait baisser la vitesse sur les autoroutes, on a vu la mortalité baisser. Et là, on a le même exemple. Si c'est aussi simple que ça, que de dire consommer plus de calcium, ça prévient l'ostéoporose, on aurait dû voir depuis longtemps en France notamment, où la consommation de lait a été multipliée par 4 en 50 ans, par personne, on aurait dû voir les taux d'ostéoporose baisser. On aurait dû réduire cette maladie. Or, c'est le contraire qui se passe. Ils augmentent de 4% par an. Il y a un problème. Il y a forcément quelque chose qui ne colle pas. Alors, 200 millions de femmes sont concernées dans le monde. Alors, que dit justement, on en parlait déjà tout à l'heure un petit peu, les études épidémiologiques ou cliniques qui ont été conduites pour savoir justement si ce supplément de calcium laitier rendait les os plus solides? Eh bien, les études sont catégoriques. La dernière, elle a été publiée en 2005. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de plus de 50 études. Et elle conclut qu'il est absolument inexact de dire que en consommant plus de laitage, on aura des os en meilleure santé. Les auteurs disent c'est complètement aberrant de tenir ce discours. Mais ce sont des scientifiques qui le disent. Je ne parle pas des nutritionnistes. Les nutritionnistes, ce sont des médecins, ce ne sont pas des scientifiques. Donc lorsqu'on interroge les scientifiques, ils disent il n'y a absolument aucune raison d'encourager la consommation de laitage. Bon, il serait bon qu'on écoute ce message. Alors expliquez-nous comment justement et pourquoi est-ce qu'on risque d'avoir des os moins solides en buvant plus de lait? Comment on l'explique ça? Comment ça marche le calcium et l'excès donc de calcium, si je vous comprends bien? Alors ce qu'on suspecte aujourd'hui, puisqu'on voit que les populations consomment le plus de lait, les groupes qui consomment le plus de lait sont ceux finalement qui sont touchés par l'ostéoporose. Or ces gens-là,
les femmes notamment, elles ont des os très lourds jusqu'à 25-30 ans. Pourquoi ? Parce que justement, on encourageait la consommation de calcium laitier. Et là, il faut comprendre ce que c'est que l'os. Je vais essayer d'être bref et de ne pas faire un cours de biochimie, mais l'os, c'est un organe vivant. Il se construit à tout instant et il se détruit. Il y a des cellules qui construisent l'os et des cellules qui détruisent l'os. Et ce mouvement permanent s'appelle le remodelage osseux. Aujourd'hui, les nutritionnistes sont persuadés qu'il faut accélérer ce mouvement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le maximum de facteurs qui vont faire que la construction de l'os va être optimisée.